Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 2 ans jour pour jour que les jeunes filles de Chibok dans le nord-est du Nigeria ont été enlevées par Boko Haram. Mais l'espoir est encore permis. Le groupe terroriste a diffusé une vidéo de quelques jeunes filles prouvant qu'elles sont encore en vie. Agro-industrie et secteur bancaire, ce sont entre autres les segments que la Côte d'Ivoire entend dynamiser pour structurer son économie et atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Et Dakar Medical City, c'est le projet ambitieux, fruit d'un partenariat public-privé qui vise à améliorer les infrastructures et les services dans le domaine de la santé au Sénégal. Sa phase d'application est prévue très prochainement. Mais tout d'abord, premier conseil des ministres sous la présidence du chef d'État Patrice Talon au Bénin. C'était ce 13 avril et le président y a exposé les orientations et les directives générales quant au fonctionnement du gouvernement. Les préoccupations majeures des Béninois, à l'instar de l'accès à l'énergie, ont également été évoquées. 2 ans, jour pour jour, après leur enlèvement par Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, les familles des 219 lycéennes gardent toujours espoir. Ce 14 avril, elles commémorent donc le 2e anniversaire de leur enlèvement, mais cette fois-ci avec une note d'optimisme. Le groupe terroriste a en effet diffusé une vidéo montrant une quinzaine d'adolescentes en vie. Le gouvernement nigérian rassure sur sa détermination à les faire libérer. Deo Gracias Podo. 2 ans après leur enlèvement en avril 2014 dans l'état de Borno au Nigeria, les 219 lycéennes de Chibok aux mains du groupe islamiste Boko Haram seraient toujours en vie. Dans une vidéo récemment diffusée, 15 jeunes filles ont été présentées comme faisant partie des disparus, redonnant de l'espoir à leur famille. Celles-ci ont prévu se réunir ce 14 avril pour prier ensemble pour leur libération. Cette vidéo est un immense espoir. Ça montre qu'elles sont bien nourries, ce qui ne cadre pas avec le traitement qu'on inflige aux prisonniers de Boko Haram. Donc ça peut laisser à penser qu'elles sont devenues des femmes de hauts responsables de la secte. Et dans ces conditions-là, ce sera difficile de pouvoir obtenir la négociation. En décembre 2015, le président Muhammadu Buhari avait déclaré que son gouvernement était disposé à négocier avec Boko Haram pour la libération des lycéennes. Seule condition, le chef de l'État nigérian exigeait que les interlocuteurs soient crédibles. Une annonce qui avait suscité une vague d'indignation au niveau international. Depuis 2014, le groupe islamiste Boko Haram a enlevé des centaines d'autres jeunes filles, dont près de 400 au cours du dernier trimestre de l'année à Damasak, une localité située au sud de la frontière du Niger. Les négociations me semblent très difficiles. Vous ne pouvez négocier que si vous êtes deux à rechercher la paix, si vous êtes deux à avoir des conditions. Mais jusqu'à ce jour, Boko Haram n'a pas, en dehors du fait que de vouloir installer un État islamique dans toute la zone, installer la charia. Boko Haram n'a pas un programme politique, donc il est très difficile de discuter avec Boko Haram. Malheureusement, c'est une secte qui ne comprend que le langage militaire. Et quand Boko Haram propose aujourd'hui des négociations au gouvernement, c'est que sa situation militaire est difficile et peut-être que la secte essaye de chercher un moyen de pouvoir faire baisser la pression. Malgré les promesses des autorités nigérianes et les messages rassurants de l'armée qui avait annoncé avoir retrouvé les traces des otages, difficile de présager une libération des 219 lycéennes. Selon l'ONG Amnesty International, au moins 2000 femmes et fillettes ont été enlevées au Nigeria rien qu'en 2014. L'insurrection de Boko Haram a fait plus de 17 000 morts et près de 3 millions de déplacés depuis 2009. Les ambassadeurs de France, d'Espagne et du Royaume-Uni sont arrivés ce jeudi à Tripoli, la capitale libyenne. Un seul objectif, apporter leur soutien au gouvernement d'union nationale mis en place récemment pour mettre fin à la crise, puisque, rappelons-le, la Libye est plongée dans une instabilité économique, politique, sécuritaire et sociale sans précédent depuis la destitution de Mouammar Kadhafi. Ce gouvernement d'union nationale est donc le dernier espoir de parvenir à la paix de manière diplomatique. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a l'ambition d'être un pays émergent à l'horizon 2020. Le pays connaît une croissance économique moyenne de 9% depuis quelques années, gros producteur de matières premières agricoles. Le pays compte donc s'appuyer sur l'agro-industrie, mais aussi sur le secteur bancaire pour une transformation structurelle de son économie. Reportage Olivier Conan. La Côte d'Ivoire vise l'émergence économique à l'horizon 2020. Pour y arriver, le gouvernement a choisi d'investir massivement dans les grands travaux d'infrastructures. Il investit notamment dans les infrastructures de transport pour faciliter l'écoulement des produits agricoles. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et d'anacarde. Cependant, le défi, c'est d'accroître la part du secteur industriel dans l'économie. L'industrie représente actuellement 30% du PIB
L'objectif, c'est d'atteindre 40% en 2020. Tous les pays émergents ont un secteur industriel très fort. La stratégie du gouvernement est de favoriser la transformation des matières premières agricoles grâce à une agro-industrie performante. C'est également le moyen de garantir la croissance économique de 9% en moyenne depuis 2011. Faire en sorte que nos productions agricoles soient transformées au lieu d'être exportées de manière brute. Et donc il y a le programme Anacar, parce que nous avons 700 000 tonnes de production, mais nous transformons peu. Donc nous avons un programme pour accroître la transformation de l'Anacar. Il y a la transformation du cacao. Nous sommes premiers producteurs également dans le cacao, mais nous transformons un tiers, autour de 35%. Donc là, le gouvernement souhaite passer d'ici 2020 à 50%. Pour atteindre l'industrialisation, le secteur bancaire doit financer massivement les entreprises. Il est reproché aux banques ivoiriennes de ne pas financer l'économie, et en particulier les PME, petites et moyennes entreprises. Une critique est rejetée par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. En 2015, les banques ont accordé des financements à l'économie pour plus de 7 000 milliards de francs CFA. Sur l'année 2015, l'accroissement du financement bancaire a progressé de plus de 20%. Donc ça dit que quand même, là on parle d'un PIB qui progresse entre 8 et 9%, c'est que les banques ont quand même contribué beaucoup plus au financement de l'économie, plus que même la croissance du PIB. Donc les financements existent et les banques sont à la disposition des entreprises. Après derrière, il faut qu'il y ait un projet viable, structuré et qui est rentable. Les banques auront joué un rôle important dans le financement du PND, Programme national de développement 2016-2020, d'un montant d'environ 30 000 milliards de francs CFA. Les investissements publics représenteront 40% du PND et 60% sont attendus de la part du secteur privé. Et sachez qu'Iker, compagnie aérienne nationale du Congo, a émis un emprunt obligataire de 60 milliards de francs CFA dans la perspective d'expansion et de réseau et d'ouverture cette année de 3 nouvelles destinations. Une première, les responsables de la compagnie ont assuré que cette somme serait directement injectée dans la flotte et dans les centres de formation. Au Sénégal, le président Macky Sall travaille en collaboration avec des experts du domaine de la santé pour lancer le concept Dakar Medical City. Il s'agit d'un projet qui cherche à révolutionner les infrastructures sanitaires, mais aussi le milieu pharmaceutique et celui des assurances maladie. Le point avec Eloun Guindo. La santé plus que jamais au cœur des préoccupations des autorités sénégalaises. Le président de la République Macky Sall ainsi que les experts de la santé ont mis en place le projet Dakar Medical City. Objectif du projet, révolutionner le milieu de la santé à partir de nouvelles infrastructures, une amélioration des performances pharmaceutiques et un système performant de l'assurance maladie. Selon les autorités, le projet entrera sous peu dans sa phase d'application. Un projet qui a plusieurs dimensions au niveau des infrastructures, au niveau de l'industrie pharmaceutique, au niveau de l'assurance maladie. Et donc un projet qui s'inscrit dans notre plan de développement stratégique de la santé. Tous les paramètres techniques, administratifs et financiers ont été stabilisés. Nous avons travaillé en toute intelligence avec les ministères et les investisseurs. Le projet et les délais sont donnés. L'engagement fort de son excellence de président Macky Sall nous permettra de réussir les délais et de rendre la copie propre. Le projet des autorités sanitaires sénégalaises dépasse les limites de la capitale. D'autres régions sont aussi concernées. Il va y avoir des hôpitaux donc dans les régions, la région de Kaffrine, la région de Sédhiou, la région de Kédougou, qui va y avoir donc un centre hospitalier dans Diamniadio. Fruit d'un partenariat public-privé, le projet Dakar Medical City concerne toutes les parties prenantes du système de santé sénégalais. Pour les investisseurs, la volonté d'en faire montre le président Macky Sall rassure. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.